la sanction n'a pas d'impact en matière de harcèlement scolaire. C'est étayé, c'est documenté, c'est prouvé, il n'y a aucun doute là-dessus. 68% des collégiens considèrent que les adultes ne servent à rien dans les cas de harcèlement. Ce que je crois, c'est qu'il n'y a pas du tout de profil type, ni du harcelé, ni du harceleur. Ce qu'on constate, en fait, c'est que, en amont des faits de harcèlement, il y a très souvent une vulnérabilité. En consultation, vous recevez beaucoup d'enfants victimes de harcèlement scolaire. Que vous racontent-ils ? Alors, ce que nous racontent les enfants, les adolescents qui viennent nous voir dans ce cabinet quand ils sont harcelés, c'est vraiment la douleur que c'est, l'angoisse que c'est de retourner au collège, par exemple le lundi matin ou après les vacances. Ils nous racontent à quel point ils se sentent impuissants, démunis, à quel point ils ont envie de protéger leur famille de cette souffrance-là. Ce que je crois, c'est qu'il n'y a pas du tout de profil type, ni du harcelé, ni du harceleur. Ce qu'on constate, en fait, c'est que, en amont des faits de harcèlement, il y a très souvent une vulnérabilité. Une vulnérabilité qu'on pourrait définir comme étant une fragilité repérable dans la cour. Repérable par une posture, en fait, par une façon d'être. Ce que je veux dire par là, c'est que, contrairement à ce qu'on nous assène assez régulièrement, les enfants gros et roux ne se font pas tous harceler. En revanche, les enfants gros et roux, pour lesquels c'est un problème d'être gros et roux, pour différentes raisons, alors eux sont vulnérables. Mais nous recevons, nous, en consultation, des enfants qui n'ont aucune aspérité esthétique ou intellectuelle à laquelle se raccrocher si on est un harceleur, et qui pour autant vivent des heures absolument abominables à l'école ou au collège. Vraiment, entre le cancre, en tout cas défini comme tel, en tout cas l'enfant qui a des difficultés d'apprentissage, et l'intello, donc c'est-à-dire l'enfant qui a plutôt des facilités d'apprentissage, en effet, pour des raisons radicalement différentes, il va y avoir harcèlement. C'est là qu'on se rend compte que c'est plus une histoire de posture qu'une histoire de différence. Qu'est-ce que vous proposez aux enfants harcelés pour faire cesser les comportements qu'ils subissent ? La première chose, en effet, c'est vraiment d'être à leur hauteur et de pas interpréter les choses à leur place, c'est-à-dire de bien se saisir de leur réalité pour ensuite réfléchir avec eux à comment, au fond, ils peuvent enrayer ce cercle vicieux, parce qu'ils ont des ressources, les enfants harcelés, enrayer ce cercle vicieux en, d'une certaine manière, faisant tomber du piédestal le harceleur face à sa meute ricanante. Avec beaucoup d'autodérision, avec beaucoup d'humour, on va laisser entendre au harceleur que ce qui jusqu'à présent nous faisait souffrir nous fait plutôt rigoler, ce qui est totalement faux. L'enfant n'a pas du tout envie de rigoler du sujet sur lequel il est harcelé, mais ce que je leur explique, c'est que c'est précisément la souffrance perçue par le harceleur qui fait qu'il continue, parce qu'il se dit ça fonctionne. C'est cette souffrance qui finalement est le carburant du harcèlement. Donc moi, je vais les aider à se mettre en autodérision sur ce sujet-là, à finalement prendre l'attaque qui leur est faite pour la renvoyer de façon stratégique, pas du tout en ridiculisant le harceleur en tant qu'être, mais en ridiculisant sa posture de harceleur, pour qu'ils se disent, jusqu'à présent, j'avais tout intérêt à harceler Domiti. Désormais, je n'ai absolument plus aucun intérêt à harceler Domiti, même ça peut me jouer des tours en termes de popularité, parce que le talon d'Achille des enfants harceleurs, c'est leur popularité. Lorsque, dans une cour d'école ou de collège, les enfants savent résister à ce genre de comportement, ça crée de la paix au contraire. Parce que la violence n'a plus de place, n'a plus d'endroit pour exister, d'une certaine façon. De plus en plus de mesures sont mises en place pour lutter contre le harcèlement, mais est-ce qu'il a vraiment augmenté ou est-il plus visible parce qu'on en parle plus ? Je pense qu'on n'a pas de recul suffisant sur ces données-là, puisque ça fait très peu de temps que les enquêtes de victimation ont lieu, c'est-à-dire ces enquêtes qui, d'une certaine manière, interrogent le harcelé. Par ailleurs, ces enquêtes ont beaucoup de limites parce qu'elles sont faites dans l'enceinte scolaire et qu'il y a le fameux biais de désirabilité qui fait que les collégiens notamment ne veulent pas dire qu'ils sont harcelés. Donc on a, à mon avis, un biais sur ces chiffres-là assez colossal. Je pense que, paradoxalement, c'est un sujet dont se sont beaucoup emparés les adultes et où il y a plutôt une sorte d'omerta chez les enfants. Les enfants et les adolescents parlent très peu de harcèlement. Ça a toujours existé, ça c'est une certitude. La souffrance relationnelle dans les cours d'école a toujours existé. J'ai l'impression que la façon dont on s'y prend ne fait pas baisser ce fléau. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai le sentiment que ce qu'on met en place, encore une fois, avec les meilleures intentions du monde, aggrave la situation. Pourquoi dites-vous cela ? Par rapport au harcèlement, ce qui est préconisé institutionnellement là pour l'instant, de façon majoritaire, c'est la méthode de la préoccupation partagée. Il s'agit, de façon très synthétique, comme son nom l'indique très bien d'ailleurs, de préoccuper le harceleur. On fait une erreur de niveau logique, c'est-à-dire que on considère qu'on peut enjoindre quelqu'un à l'empathie et à la compassion. Mais quand la volonté est tout autre, c'est-à-dire que la volonté c'est de continuer à avoir de l'emprise sur un groupe et sur une personne, d'avoir cette sensation de toute puissance, alors le fait d'enjoindre cette personne à avoir de l'empathie ne fonctionnera pas du tout. C'est comme si, au fond, on disait à un tigre qui est sur le point de dévorer une gazelle, rappelle-toi de tes cours sur la vulnérabilité de la gazelle et le mal que ça lui fait quand tu la déchiquettes. Je pense que ça n'a aucun sens. Alors faut-il punir davantage ? Les études sont parfaitement claires sur ce sujet. La sanction n'a pas d'impact
en matière de harcèlement scolaire. C'est étayé, c'est documenté, c'est prouvé, il n'y a aucun doute là-dessus. Pour autant, c'est vraiment, on va dire, la modalité à laquelle on a accès d'une façon générale assez rapidement. Lorsque, d'une certaine manière, on prend en charge l'enfant harcelé et que finalement, on fait à sa place ce qu'il faudrait qu'il fasse pour savoir se faire respecter dans un certain nombre d'interactions problématiques, on lui enlève toute ressource. On le démuscle d'une certaine manière et aussi on lui enlève une victoire qui serait donc celle qui consiste à savoir se faire respecter, à savoir faire respecter son intégrité morale et physique. On lui enlève cette victoire-là qui, de mon point de vue, est un apprentissage absolument bénéfique pour la suite. Et donc, ça crée en effet, d'une certaine manière, des enfants qui, et c'est bien logique, se disent les autres vont faire ça à ma place, quoi. Le monde va devenir gentil et plus personne ne sera jamais cruel avec moi. Donc, à la fois, on leur dit tu ne peux pas t'en occuper, à la fois, on leur dit on va s'en occuper à ta place, et à la fois, on n'arrive pas à s'en occuper, puisque 68% des collégiens considèrent que les adultes ne servent à rien dans les cas de harcèlement. 68%, c'est énorme. Et c'est la raison pour laquelle je ne comprends pas pourquoi, institutionnellement, on continue à vouloir absolument s'adresser à des enfants et des adolescents qui n'ont, encore une fois, aucune envie que ça s'arrête, et pourquoi on ne prend pas le temps de s'arrêter, de s'accroupir à côté d'enfants qui non seulement ont envie que ça s'arrête, mais qui en plus ont des compétences absolument remarquables en la matière. Quand on les étaye, qu'on les accompagne, qu'on les épaule, ils sont très créatifs pour trouver des façons de faire pour que le harceleur tombe de son piédestal. Donc les adultes, et en particulier les parents, auraient-ils une part de responsabilité dans ce fléau ? Alors les parents, en matière de harcèlement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont dans une douleur animale. Savoir que son enfant n'est pas aimé, qu'il est rejeté, qu'il est moqué, c'est une souffrance abominable, vraiment. Et donc, la première réaction, en effet, c'est d'avoir envie, en gros, que les responsables soient punis et que les coupables soient sanctionnés. Ça paraît parfaitement logique. Et donc, ils ont une tendance, en effet, à faire des choses qui sont à la fois logiques et totalement contre-productives, comme intervenir auprès des enfants eux-mêmes, ce qui, d'une certaine manière, rend leur enfant encore plus vulnérable aux yeux des autres, d'intervenir auprès des parents de ces mêmes enfants qui, du coup, vont défendre leurs propres enfants et créer une souffrance supplémentaire chez les parents de la victime, d'alerter les équipes éducatives pour qu'elles sanctionnent les enfants harcelés, ceux qui présentent le risque, on le sait, de générer des représailles tout à fait dommageables. Vraiment, moi, quand je travaille avec ces parents à la fois tout à fait inquiets, tout à fait tristes et tout à fait démunis, c'est vraiment pour les remettre dans une posture où ils se mettent à côté de l'enfant et ils l'étayent, ils le renforcent, ils l'épaulent, mais encore une fois, ils se mettent pas entre lui et le monde. Ça veut pas dire abandonner, ça veut dire responsabiliser en étant à côté de façon absolument affectueuse et bienveillante. Ces faits de harcèlement sont-ils le reflet d'une génération qui va mal ? Je crois que chaque génération d'adolescents a des souffrances, et je crois que cette génération n'échappe pas à la règle. Il y a plusieurs exemples, je trouve, qui sont très singuliers. Un premier exemple, c'est ce que certains appellent l'éco-anxiété, que moi j'appellerais plutôt l'éco-déprime, c'est-à-dire des enfants et des adolescents qui sont extrêmement déprimés par ce qui se profile d'un point de vue écologique. Très peu sont anxieux au sens où ils se disent il se peut que ça arrive et ça va être terrible, mais ils sont déprimés parce qu'ils se disent ça va arriver. Et donc tout notre travail va consister en effet à accueillir cette tristesse, à les aider peut-être à faire certaines choses, même si c'est un effet colibri qui est très ténu, à faire en sorte que cette tristesse puisse donner lieu à autre chose. Ça crée des souffrances, mais c'est pas des souffrances pathologiques pour moi, c'est des souffrances logiques. Et puis, je trouve qu'on assiste à quelque chose d'assez singulier aussi de ce point de vue, enfin d'un point de vue générationnel, c'est cette augmentation absolument colossale des hospitalisations pour tentative de suicide chez les jeunes filles. En 2021, on a eu 40% d'augmentation des hospitalisations pour tentative de suicide chez les jeunes filles de moins de 15 ans. En fait, on s'est rendu compte depuis, en effet, 2 ans à peu près, que on a des jeunes filles qui choisissent la scarification comme solution, entre guillemets, pour apaiser leur souffrance. C'est-à-dire que leur souffrance est telle qu'au fond, c'est une façon de dériver du cœur vers le poignet ou vers les cuisses. C'est très inquiétant. Et là, on va travailler avec elles, ces jeunes filles, sur comment faire en sorte que tout ça soit moins douloureux pour que tu n'aies plus besoin d'avoir recours, au fond, à cette autotorture. Mais dans le même temps, on a des jeunes filles dont on sent, en fait, que cette scarification, comme d'autres symptômes un peu psychiatriques, font partie d'un processus visant à prendre sa place dans l'établissement scolaire, et notamment dans des bandes. C'est-à-dire qu'il y a des bandes aujourd'hui qui se constituent autour de personnalités un peu romantiques, psychiatriques, je ne sais pas comment dire ça, donc qui sont très expressives, qui sont beaucoup dans l'évanouissement, beaucoup dans la perte de contrôle un peu théâtrale, et qui sont aussi dans des scarifications, mais qui sont des scarifications un peu exhibées, un peu théâtralisées, encore une fois. Et donc,
avec ces jeunes filles-là, on va plus travailler à comment intégrer le groupe en n'ayant pas, encore une fois, recours à ce dispositif psychiatrique, parce que le risque, c'est que ça peut aller dans des escalades, en fait, entre adolescents pour arriver à quelque chose d'encore plus psychiatrique. Et l'hospitalisation pour tentative de suicide fait partie de cet arsenal. On a, je trouve, de façon très singulière, et ça c'est très lié au Covid, quelque chose qu'on a vu venir, nous, assez rapidement, et qui est la phobie scolaire. Et alors ça, c'est lié à notamment quelque chose qui est que, pendant le confinement, le fait de ne pas aller à l'école est devenu une solution, ce qui n'était pas le cas avant. Ça commençait un peu à l'être. On commençait à avoir une génération de parents qui disaient en substance, ce serait bien que tu ailles à l'école ou au collège, mais si tu veux pas y aller, alors tu peux rester à la maison. Avec le Covid, du coup, cette obligation, elle a disparu d'une certaine manière, puisqu'on s'est rendu compte qu'on pouvait très bien, finalement, suivre une scolarité sans aller en cours. Et du coup, un certain nombre d'enfants qui sont très inquiets, très sensibles, enfin qui sont dans un moment difficile de leur vie, ils ont compris ça, ils ont compris que il était possible de ne pas aller en cours. Et l'évitement crée de l'angoisse, qui crée à nouveau de l'évitement, qui crée de l'angoisse, qui crée de l'évitement. Et donc, on a créé un cercle vicieux comme ça qui fait qu'il y a de plus en plus d'enfants et d'adolescents en phobie scolaire. En effet, nous, quand nous recevons ces enfants-là, ces adolescents-là, on va d'abord leur dire que nous, notre objectif, c'est pas qu'ils retournent en cours, parce qu'ils sont absolument terrifiés à l'idée d'y retourner, mais que notre objectif, c'est qu'ils parviennent à apprivoiser leur angoisse pour que ce soit plus cette angoisse qui décide à leur place de leur vie. Est-ce le résultat d'une perte d'autorité parentale ? Je n'appellerais pas ça une perte d'autorité de la part des parents. C'est une génération qui a pour objectif de faire en sorte que les enfants souffrent le moins possible. C'est tout à fait logique. Enfin, on n'a pas envie, quand on est parent, que son enfant souffre. Le problème, c'est que, malheureusement, ils oublient que la souffrance fait partie de la vie et qu'il va bien falloir qu'il y ait des souffrances. Et au fond, moi, il y a quelque chose qui m'inquiète beaucoup de ce point de vue-là, c'est que des enfants qui n'ont jamais connu la souffrance, ou très peu, parce qu'on les a beaucoup protégés, parce qu'on a mis des édredons partout entre eux et le monde. Quand arrive, par exemple, le premier chagrin d'amour, ils sont complètement submergés, mais je veux dire, à un point tel que certains passent à l'acte. Parce que le chagrin d'amour est extrêmement violent, mais parce que surtout, ils n'avaient pas idée, finalement, ils n'avaient pas ressenti de vraies souffrances au préalable. Et je trouve que du coup, de ce point de vue-là, c'est beaucoup plus dangereux, au fond, que protecteur, de vouloir faire en sorte que la souffrance fasse le moins partie possible du quotidien des enfants et des adolescents. S'inquiète-t-on trop aujourd'hui pour les enfants ? N'accepte-t-on plus leurs différences, leurs aspérités, leurs faiblesses ? Nous sommes dans un moment, depuis maintenant 15 ans, où on assiste quand même à une forme de pathologisation de tout ce qui n'est pas exactement dans la norme. Dans le dernier manuel, le DSM-5, le dernier manuel des troubles psychiques, on voit arriver cette espèce de pathologisation des émotions où devient pathologique et dénommée comme telle une tristesse liée à un deuil quand un an après le deuil, il y a encore des manifestations lacrymales. On est dans des troubles d'hyperphagie incontrôlée pour les gens qui mangent trop. Enfin, je veux dire, on a toute une série de troubles absolument invraisemblables et ce manuel ne cesse de gonfler d'année en année parce qu'on essaye de plus en plus d'expliquer à quel point il faut être à la fois mince, pas trop agité, néanmoins curieux, mais pas rebelle, mais néanmoins pas non plus soumis, ayant les bons amis, dans des bonnes relations, les ayant bien choisis, dans des amitiés non toxiques. Je crois que les parents, souvent, quand ils sont très normatifs, c'est parce qu'ils ont hyper peur que la différence de leur enfant, quelque chose qui ne soit pas normal, en référence à la norme, les fasse souffrir. Tout ça, en fait, fait que les adultes, en effet, sont amenés à faire en sorte qu'il y ait zéro débordement de cette norme qui est de plus en plus étroite. Et du coup, ces débordements, comme on essaye de les contrôler, une sorte de contention, en fait, d'une certaine manière, à la fois émotionnelle et comportementale, ça crée exactement l'inverse. C'est-à-dire que la contention, souvent, ça génère en effet des émotions débordantes, des symptômes débordants. Et il n'y a aucun médicament chimique qui fait que les gamins sont extrêmement calmes, alignés, soumis, contents et gentils. Enfin, je veux dire, ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas. Donc oui, moi je suis un peu inquiète de cette pathologisation d'un certain nombre de choses qui, de mon point de vue, sont plutôt des choses assez processives. Au sens, quand je dis processives, ça veut dire qu'elles font partie du processus global dans lequel on vit. Ça crée, à mon avis aussi, le fait que certains enfants, comme on le disait tout à l'heure, certains adolescents se servent aussi de ces diagnostics pathologiques pour, au fond, ne pas être exactement au monde. Parce que on est dans un monde où tous les enfants ont eu dans leur classe au moins 3, 4, 5, 10 enfants diagnostiqués avec vraiment un handicap, dyslexie, TDA, dyscalculie, dyspraxie, dysphasie, dysorthographie. Et je crois que c'est un message qui n'est pas exactement rassérénant, en fait, ce message très pathologisant.